Donc, bienvenue à tous pour cette petite session sur le mandat exclusif en 2023. Alors, c'est vrai que je disais tout à l'heure que le mandat exclusif sonne souvent avec le Graal, entre guillemets, le mandat exclusif rime comme souvent une fin en soi, et j'ai pas mal d'agents, effectivement, qui me disent qu'ils ne travaillent même qu'un mandat exclusif. Pourquoi pas? Ça peut être une stratégie, comme je le dis souvent, l'objectif, c'est d'être clair avec ces stratégies. Tant que ça fonctionne et tant que ça permet de rapporter des chiffres d'affaires, j'ai aucun problème avec ça. Mais avant d'attaquer justement la méthodologie qu'on va voir aujourd'hui, que je n'ai pas inventée d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, on va parler d'une méthodologie que j'appliquais vraiment sur le terrain, qui fonctionnait vraiment, euh, avec différentes étapes, donc 15, j'en ai recensé 15, qui vous permettra en fait de pouvoir amener le prospect à signer, à contracter ce mandat exclusif par un cursus, par une forme d'entonnoir, en fait, avec plusieurs étapes et des transitions. Et c'est vrai que c'est, comme vous allez le voir, il y a rien de, comment dire, il y a rien de nouveau, il n'y a rien de sorcier, mais le fait de mettre les étapes dans des cases et de respecter ce fameux cursus permet finalement de faire comprendre au prospect que c'est lui qui va en avoir besoin, en fait. C'est pas, on va demander un mandat exclusif, évidemment, mais c'est plutôt, en fait, j'en ai besoin. Grâce à tout ce que vous m'avez dit pendant le rendez-vous, je n'ai pas d'autre solution presque que de signer ce mandat exclusif. Vous voyez, on va essayer d'inverser un petit peu la tendance. Alors, tac. Dans l'Assemblée, aujourd'hui, quel est votre ressenti sur le mandat exclusif? Est-ce que vous travaillez uniquement en mandat exclusif? Si vous deviez, alors on va faire l'exercice de d'habitude. Dans votre portefeuille aujourd'hui, si vous tapez 1 dans le chat, vous avez quasiment que des mandats simples. Si vous tapez 2, vous avez un peu des deux. Et si vous tapez 3, vous avez quasiment que des mandats exclusifs où vous travaillez comme mandat exclusif. C'est juste pour voir un petit peu la tendance qui se dégage et les différentes stratégies. Bon, à mon avis, je pense qu'il y en aura une majorité de deux, je pense. C'est le cas. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau comme réponse? Ah, on a du 3 quand même, David. Très bien. Ce sera intéressant d'échanger sur les méthodologies que tu utilises. Évidemment, ouais, je m'en doutais. On a beaucoup de 2. On a un peu de 1 aussi. Alors, on me demande souvent mon avis. D'ailleurs, en préambule, on va parler de deux choses. C'est mon avis sur effectivement la gestion du portefeuille de mandats, surtout que c'est particulier en 2023. Et en préambule, on va aussi parler de quand ne pas rentrer du mandat exclusif. Parce que le mandat exclusif, c'est quand même une preuve monumentale de la confiance que peut apporter un prospect dans son parcours de vente. Et ça demande vraiment une obligation de moyens. Et il y a des cas où effectivement, il ne faut pas prendre de mandat exclusif. Donc, on va aussi en parler, c'est quand même important. Parce que le mandat exclusif, ce n'est pas juste on fait un mandat, on traite des objections et on fait tout pour avoir un mandat. C'est toute une philosophie qu'il y a autour du projet du vendeur pour pouvoir l'accompagner justement dans son projet de vente en réalité. Donc, c'est pour ça que toute cette méthode, en fait, va permettre justement de savoir déjà si on a la capacité de pouvoir le contracter, que ce soit sur le juridique, que ce soit sur le commercial, sur le projet du vendeur, mais de savoir si vraiment le mandat exclusif correspond à son projet, en fait. Donc, évidemment, il y a une majorité de 2 dans le chat, comme on pouvait s'en douter. Alors, on me demande souvent mon avis sur est-ce que je dois travailler en mandat exclusif? Est-ce que le mandat exclusif est une fin en soi? Est-ce que vraiment c'est une source vraiment supplémentaire de chiffre d'affaires? Donc, il est évident que, de par sa définition, si vous travaillez en mandat exclusif, vous êtes le seul à pouvoir vendre le bien juridiquement. Donc, ça, c'est un fait. Mais, à contrario, en face on va dire, de ce confort de travail, il y a aussi des responsabilités vis-à-vis et vraiment un certain professionnalisme à avoir envers le prospect, puisque l'obligation de moyens qu'on a à travers de ce mandat, finalement, est, on va dire, encore plus exacerbée par le fait qu'on est le seul à pouvoir vendre le bien, en réalité.
Donc, mon avis sur la question, je n'ai jamais été tranché, en réalité, c'est ça, sur le sujet. C'est-à-dire que, en règle générale, voilà, autant que faire se peut, si on devait trouver un équilibre en termes de gestion du stock de mandat, si on devait trouver un équilibre entre avoir un certain confort de travail, parce que travailler comme mandat simple, bah, ce n'est pas évident, parce qu'on sait qu'on ne pérennise pas son chiffre d'affaires tout simplement parce qu'on on a beaucoup de concurrence, que ce soit le particulier ou les confrères. Et d'un autre côté, si on travaille qu'en mandat exclusif et exclusivement en mandat exclusif, on peut aussi se fermer la porte à des affaires qu'on pourrait vendre en mandat simple ou en exclusivité morale. Ça peut aussi arriver. Donc, l'équilibre, c'est un équilibre à trouver en fonction des projets. Et comme on va le voir finalement dans ce coaching, c'est que le mandat exclusif n'est pas forcément une fin en soi, parce qu'il ne va pas forcément vous faire gagner de l'argent à tous les coups, tout simplement parce que certains projets sont invendables. Donc, le ratio que je vous propose, autant que faire se peut, c'est d'essayer à minima de stabiliser un stock d'environ de 25%, 25 à 35%, on va dire, de mandats exclusifs dans votre portefeuille. L'expérience montre que c'est un bon ratio, on va dire, entre un équilibre, ne pas avoir que des mandats simples pour pouvoir non plus pas flipper, avoir le téléphone, avoir toujours l'appréhension d'avoir le téléphone qui sonne en disant un confrère a vendu ou j'ai vendu, tout simplement, mais aussi ne pas non plus se fermer trop la porte pour pouvoir aussi pouvoir travailler, surtout en 2023, où les personnes qui travaillent exclusivement en mandat exclusif se font extrêmement rares. On le sait, les mandats en 2023 ne courent pas forcément les rues, depuis quelques années même. Donc attention, voilà. Je vois même des formateurs dire le mandat simple, c'est fini. Alors attention de ne pas tomber dans les extrêmes, il faut toujours respecter un certain équilibre. Alors, quels sont, d'après vous, les cas où travailler en mandat exclusif ne sera pas pertinent? Il y en a plein, hein, mais j'en ai recensé 5. 5 cas où je vous déconseille fortement de faire un mandat exclusif. Si le bien n'est pas au bon prix, exactement. Alors, ça, on en discutera tout à l'heure dans le traitement des objections, mais il est évident que si vous avez un bien, ne serait-ce que 10% au-dessus du prix du marché, je vous déconseille de faire un mandat exclusif, tout simplement parce que vous allez travailler pour la concurrence. Donc, un bien hors marché. Si on rentre un bien hors marché en mandat exclusif, vous avez 80% de chances de travailler pour la concurrence. Parce que le cas classique qui se passe à ce moment-là, c'est que vous allez faire un mandat exclusif que vous n'avez pas vendre, puisqu'il est... Alors, attention, à prendre avec des pincettes, parce qu'on sait qu'en 2023, il se passe des choses particulières en termes de marché, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'offres, donc forcément, ça fait monter les prix. Mais quand même, on le voit, en 2023, il y a quand même une stagnation. Donc, attention à ne pas rentrer un bien hors marché parce que vous allez gaspiller votre temps et votre argent et vous allez travailler pour les confrères dans le sens où le schéma classique, c'est que vous allez faire le mandat pendant 3 mois, donc vous avez la fameuse période d'irrévocabilité. Au bout de 3 mois, vous n'avez pas vendu et vous allez prendre un recommandé parce qu'il va résilier le mandat ou il va vous appeler en disant qu'il veut résilier au moins la clause exclusive et puis il va solliciter un confrère qui fera un mandat moins cher et souvent un mandat au prix que vous l'avez conseillé 3 mois avant. Donc c'est dommage parce que vous avez, dans ce cas de figure, vous avez travaillé pour le confrère. Il vous dira merci. Donc mieux vaut que ça arrive dans l'autre sens pour vous. Si le vendeur n'est pas vendeur, et je vois ça dans le chat, c'est une excellente réponse également. Et comme on va le voir dans le coaching, ce qui va déterminer, si je devais donner un mot-clé vraiment dans tout ce qui caractérise le mandat, c'est le projet du vendeur. Si le vendeur n'a pas de projet, il n'est pas vendeur. C'est aussi simple que ça. Donc, faire un mandat exclusif alors que vous savez, alors évidemment, hein, ça rejoint aussi le premier élément, c'est que quand le vendeur n'a pas de projet, dans 99% des cas, c'est un opportuniste et le bien sera beaucoup trop cher. Donc les deux se rejoignent. Donc si le vendeur n'est pas vendeur,
On pourrait même se poser la question de savoir si on ferme la simple ou pas. Ça dépend. C'est vraiment, chaque cas est différent. Mais quand vous avez un vendeur qui demande, je vais donner un exemple concret, 250 000, alors que vous savez que vous allez en décrocher grand max en PLS à 220 000 euros, et qu'après il vous dit si je ne vends pas, je mets en location, si ce n'est pas grave, je reste. Je vous dis ce qui se passe souvent. Bon, personnellement, je ne ferai même pas de mandat simple, parce que vous savez que vous allez gaspiller votre temps et votre argent. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le suivre, mais de là à faire un mandat, ça se discute, en tout cas, ça se débat. Alors, attention aussi avec les biens que vous ne maîtrisez pas, qu'on ne maîtrise pas. Moi, je sais qu'à l'époque, par exemple, tout ce qui était fonds de commerce, tout ce qui était bien vraiment particulier, c'était pas mon truc. Alors, je faisais même pas de mandat simple d'ailleurs. Je l'ai délégué à des agences qui étaient expertes dans certaines niches, et puis je travaillais en intercabinet. Donc, évitez de faire un mandat exclusif. Alors, vous pouvez le faire, mais après, vous le déléguez à la limite. Mais en tout cas, vous ne gérez pas le projet seul, parce que c'est compliqué de rentrer un bien qu'on ne maîtrise pas. On va pas dégager le professionnalisme que vous pourriez dégager sur des biens que vous maîtrisez. Donc, attention à certaines biens particuliers, à certains projets. Les conditions juridiques ne sont pas réunies. Alors, il est évident que si vous avez déjà des mandats en cours, comme ça arrive souvent, il va d'abord falloir passer par une phase de dénonciation des mandats. Alors ça, c'est souvent les cas, on se régale. C'est vous arrivez, alors c'est moins vrai aujourd'hui, parce que mais ça arrive encore hein, tous les jours, mais moins qu'avant quand même, de par la rareté de l'offre. Mais vous arrivez après 1 an de publication, voire plus, avec 5 ou 6 mandats simples, un bien complètement usé sur le marché, et là vous arrivez. Et puis vous faites plaisir, parce que stratégiquement, vous allez montrer aux vendeurs qu'il y a tout à refaire, donc vous allez complètement réformer le projet et repartir sur un bien neuf qui apparaît sur le marché. Donc là, ça peut être l'occasion de virer tout le monde et de passer derrière un mandat exclusif. Un projet qui n'est pas mûr, ça va avec ce que disait Karine dans le chat tout à l'heure, un vendeur qui n'est pas vraiment vendeur, c'est qu'on sait que attention, alors là c'est une généralité, mais bien sûr après chaque projet est étudié au cas par cas, parce qu'un projet qui n'est pas mûr, à voir quand c'est qu'il mûrit. Voilà, Encore une fois, on en revient au projet. Pourquoi le vendeur vend et quand c'est qu'il sera mûr? Et en fonction de quand c'est qu'il sera mûr pour vraiment signer un compromis, vous allez pouvoir adapter votre stratégie. Et enfin, important aussi, je me suis fait plaisir plusieurs fois à refuser des mandats, voire en déchirer devant la... Alors, attention, hein, on ne fait pas tout le temps si on n'a pas beaucoup travaillé, mais dans certains cas extrêmes, à déchirer même le mandat devant le vendeur, parce que tout simplement, la relation allait être compliquée. Ça nous a tous arrivé de tomber sur un vendeur avec qui on sait très bien qu'il va nous faire chier surtout, en fait, voilà, pour caricaturer. Et ça commence, on le sait, rapidement, on ne va pas se mentir. Donc, si vous jugez que la relation va être très compliquée, rappelez-vous toujours que vous êtes indépendant, vous êtes des chefs d'entreprise, et que tout simplement, alors, le vendeur a le choix de travailler avec vous ou non, mais vous aussi, rappelez-vous toujours que vous avez le choix aussi de travailler ou pas avec le vendeur. C'est important de se le rappeler, justement pour ne pas se retrouver en position délicate, voire de subordination tout au long de la vie du mandat, quoi. Bon, ça, on va dire que c'est les cas extrêmes. Hein, ça ne représente même pas 15% des rendez-vous que vous aurez. Mais c'est quand même bien de le garder à l'esprit. Voilà pour le préambule. Est-ce que vous aviez besoin qu'on revoie quelque chose? Est-ce que c'est bon pour vous? Alors maintenant qu'on a vu quand ne pas faire de mandat, maintenant on va attaquer sur la méthodologie en 15 étapes. Alors, encore une fois, c'est une méthode que je n'ai... Enfin, la méthode, si, on va dire la méthode et la structure, la chronologie, la stratégie, effectivement, c'est moi qui l'ai mise au point. Par contre, ce que vous allez retrouver dedans, je n'ai absolument rien inventé. Moi, je faisais comme ça. Et ça fonctionnait. Je tournais à plus de 80 mandats en portefeuille. Ça fonctionnait.
Maintenant, vous allez pouvoir aussi prendre des choses dans cette méthodologie, l'associer avec ce que vous utilisez déjà. Ce n'est pas fixe, ce n'est pas une méthodologie exhaustive. En tout cas, elle va permettre pas mal de choses. Donc déjà, pourquoi c'est important d'avoir une méthodologie? Parce que beaucoup, malheureusement, n'en ont pas. Tout d'abord, c'est important d'avoir une méthodologie tout simplement parce que vous allez contrôler le rendez-vous. Il n'y a rien de plus désagréable que de subir un rendez-vous qui ne soit pas structuré, que ça parte dans tous les sens et que vous risquez de perdre votre temps et de ne pas contracter. Donc, contrôler le rendez-vous, c'est extrêmement important. Prendre l'ascendant sur le rendez-vous. C'est vous le professionnel, c'est à nous de guider le rendez-vous et le prospect. Parce que le prospect, dans la majorité des cas, il ne connaît rien en immobilier. Donc, c'est à nous de faire le job. Ce n'est pas à lui de nous dire ce qu'on doit faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et de par cette attitude, finalement, de contrôle, vous allez forcément véhiculer une attitude professionnelle. Et il n'y a pas de solution miracle, d'accord? Parce qu'on m'appelle régulièrement pour me dire comment je peux faire pour rentrer du mandat, comment je peux faire pour faire du marketing sur les réseaux sociaux. J'extrapole, mais c'est le même mécanisme. Ce qu'il faut savoir en 2023, et ça a toujours été le cas, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a qu'une seule chose ou deux qui vont faire que vous allez pouvoir vous démarquer de vos confrères et faire du mandat, surtout en 2023, c'est du professionnalisme avec la théorie, la méthodologie et les outils que je vais vous montrer tout à l'heure, et des méthodes. Il n'y a que ça qui va faire que vous allez rentrer du mandat exclusif. Il n'existe pas de solution miracle. Je sais que ce serait la facilité, qu'on dise tu fais ça et bim, ça va rentrer. Ou tu cliques sur ce bouton sur Facebook, ça va rentrer. Ça n'existe pas. C'est du travail de stratégie de longue haleine et ça passe par du professionnalisme, par de la méthodologie et du travail à court, moyen et long terme. Le fait de structurer un rendez-vous va vous permettre aussi d'amener les vendeurs où vous le souhaitez. Alors, vous le souhaitez pour leur bien, bien entendu. Vous allez aussi pouvoir fixer les objectifs de manière professionnelle dès la prise de mandat, finalement, jusqu'à l'acte authentique. Parce que ce que vous allez glaner comme information le jour du mandat, ça va vous servir jusqu'à l'acte authentique, en réalité. Parce qu'on se dit, tiens, j'ai un rendez-vous vendeur, je veux faire un mandat, mais on s'en fout du mandat. Le mandat, ce n'est pas ça qui fait vendre. Le mandat est tout simplement une autorisation du vendeur pour que vous puissiez mettre son bien à la vente et avoir le droit à votre commission. Ça sert juste à ça, le mandat. Ce qui est important, c'est tout ce que vous allez mettre derrière ce mandat jusqu'à l'acte authentique, en réalité. Il ne faut pas se tromper d'objectif. L'objectif, c'est le chiffre d'affaires, c'est la vente et c'est offrir le meilleur service et la meilleure expérience à vos vendeurs. Le mandat, c'est juste un moyen pour y arriver, c'est tout. Déjà, généralement, quand vous avez ce discours en rendez-vous vendeur, ils aiment bien. Important, donc, comme je vous disais avec le contrôle, le fait de structurer et vraiment d'avoir un schéma carré, ça vous permet de ne pas vous mettre en position de subordination et de faire en sorte que le prospect, finalement, prenne la main sur le rendez-vous. Parce que c'est extrêmement, ça nous est tous arrivé, et ça arrive régulièrement, c'est extrêmement désagréable en réalité. C'est vous le professionnel. Vous allez gagner la confiance des vendeurs par ce professionnalisme, bien entendu. Vous n'allez pas perdre votre temps non plus, parce que malheureusement, souvent, quand on est en position de subordination, les vendeurs, ils en profitent. Et au bout de 2 heures de rendez-vous, en fait, j'ai pas envie de signer le mandat, qu'est-ce qu'on fait? Bon, et puis si vous avez fait 2 heures à brasser du vent avant, entre guillemets, ça va être compliqué de rattraper le mandat. Et enfin, bien sûr, vous prenez soin de votre crédibilité et de votre réputation. Parce que grâce à un professionnalisme qui résiste à toute épreuve, alors pour les plus professionnels, ça nous avait tous arrivé de nous faire recommander, d'avoir des prescriptions, même si on n'a pas vendu le bien. Ça, c'est super, ça fait super plaisir. Vous savez que vous n'avez pas vendu un bien parce que, encore une fois, le miracle, les méthodes miracles n'existent pas et puis il y a toujours un facteur chance. Mais par contre, le fait d'être recommandé, ça nous incombe à nous parce que c'est tout simplement notre savoir-être, notre savoir-faire, etc. Donc, ça nous a tous arrivé, enfin, pas tous malheureusement, mais en tout cas, quand on est professionnel, on peut se faire recommander
même si on ne vend pas le bien. C'est-à-dire qu'il y a une agence qui a vendu, pour X raisons, et ben, ce n'est pas elle qui a été recommandée, c'est vous. Tout simplement parce que le vendeur il comprend qu'il y a un facteur chance, que le confrère avait le bon client au bon moment, mais que vous, derrière, vous avez fait tout ce qu'il fallait et que vous avez complètement rempli votre obligation de moyens, et le vendeur, souvent, ils sont sensibles à ça. D'accord? Alors, justement, on commence. On va dire que c'est l'étape 0, avant la première étape. La rentrée de mandat se prépare en amont. Évidemment, un bon rendez-vous, un bon commercial prépare toujours son rendez-vous. Alors, j'ai mis quelques idées, évidemment, il y en a d'autres, hein. Il y a des choses évidentes, mais on sait qu'on est partout, on est partout et nulle part en même temps. Parfois, certains sont extrêmement débordés et parfois, pas parce qu'on ne le sait pas, mais parce qu'on est débordé, on peut oublier notre matériel. Donc, évidemment, on pense à son matériel, etc., tout ce qu'il faut, documents, carte de visite, télémètre, book pour ceux qui en ont un. Alors, ça, on n'y pense pas forcément. En revanche, mais quand on va le voir dans l'étape 2 sur la synchronisation, eh ben, c'est très intéressant quand on arrive à avoir les coordonnées, les noms et tout ça, généralement on arrive à les avoir du vendeur, d'essayer de le googliser pour tenter d'avoir un maximum d'informations sur lui, en fait. Tout simplement parce que le fait d'avoir des informations sur lui, on va pouvoir s'en servir, tout simplement pendant le rendez-vous, comme on va le voir tout à l'heure. C'est très intéressant de gagner des informations sur la maison, sur le projet, et comment dire, sur votre prospect. Juste une seconde. Ensuite, bon, évidemment, ça paraît évident, mais on arrive à l'heure. Intéressant aussi, alors ça, je le conseille pour ceux qui commencent, débutent. Alors, il n'y a pas trop de débutants dans le réseau, mais pour ceux qui n'ont pas énormément d'expérience, n'hésitez pas, où ça peut arriver quand on a passé une longue période sans faire de rendez-vous, ça peut arriver. Tiens, il faut remettre un peu les étapes dans l'ordre, donc ne pas hésiter à se préparer mentalement, justement pour le bon déroulement du rendez-vous, d'attaque, essayer pour entre guillemets, laisser le moins de place possible à l'improvisation. Voilà. Et de cette manière, d'ailleurs, vous anticiperez les diverses objections qui sont tout le temps les mêmes, en fait. Alors, je dis dans mon discours, je dis toujours mandat, parce que je ne dis pas toujours mandat exclusif, mandat exclusif. C'est pour pas que ça fasse redondant, mais bien sûr, quand vous allez voir tout à l'heure, surtout dans le traitement des objections, l'objectif, c'est l'exclu quand même. Justement, pour entrer une exclue, la préparation est absolument primordiale. Je ne suis pas partisan de laisser trop de place à l'improvisation, puisque souvent, quand il y a de l'improvisation, on perd du temps. Et vraiment, l'optimisation du rendez-vous permet vraiment de gagner du temps, d'apporter un maximum de crédibilité. Et vous allez voir, quand on va se synchroniser, ça va être super intéressant. Alors, l'accueil, en fait, dans un rendez-vous, souvent, vous connaissez les 20 premières secondes. C'est les 20 premiers pas, les 20 premiers gestes, les 20 premières secondes, c'est super important parce qu'on dit souvent que pour entrer un mandat ou un mandat exclusif, c'est les 20 premières secondes qui comptent. Vous connaissez tous l'adage de « on n'a pas 2 fois la chance de faire bonne impression ». Et quand on commence mal les 20 premières secondes, souvent, eh bien, on rame après. Ça nous est tous arrivé. Donc, c'est les 20 premiers pas, les 20 premiers gestes, les 20 premiers mots. Tout ça, c'est hyper important. Donc, voilà, moi, évidemment, garde le sourire toujours, c'est super important. Ça paraît bateau, mais si vous avez fait une visite, pour X raisons, vous avez un mauvais rendez-vous avant, vous n'allez pas forcément y penser, on n'y pense pas forcément. Bon, moi, je proposais toujours de me déchausser, ça permet d'apporter de la reconnaissance aux vendeurs, on rappelle l'heure du rendez-vous. Alors ça, par contre, c'est important. Dans les premières secondes, essayez, quand vous rentrez chez le prospect, essayez de trouver
dans la pièce où vous rentrez ou dans le jardin, enfin, dès que vous avez la possibilité, un point commun. Un point commun, vous allez voir pourquoi après. Essayez de trouver un point d'accroche avec le prospect. Ça, c'est important parce que ça va vous permettre après par la suite de vous synchroniser. La deuxième étape, c'est ce que j'appelle la phase d'adaptation. Ça nous arrive à tous dans un rendez-vous. Vous savez, vous arrivez chez le vendeur et il y a toujours quelques secondes de flottement, en fait, où on ne sait pas trop qui c'est qui doit parler le premier. Enfin, voilà, ça arrive pas tout le temps, mais parfois ça arrive et c'est chiant parce que c'est bizarre, c'est dans la relation humaine. Et c'est à ce moment-là, en réalité, on est toujours dans les 20 premières secondes, c'est à ce moment-là où c'est très intéressant de prendre la main, en fait, sur le rendez-vous. C'est à ce moment-là, en fait, qu'on prend le contrôle. Là, c'est très simple. Dans ces quelques secondes de flottement, c'est soit vous qui prenez la main, soit le prospect. Donc, dans cette période-là, qui va très vite, en réalité, c'est à ce moment-là qu'il faut se synchroniser avec les vendeurs, en réalité. Après, ça renvoie à des notions de PNL. Donc, vous essayez de trouver des points communs dans la baraque. Vous commencez à vous intéresser aux prospects et vous allez essayer aussi de repérer où vous installer pour poser votre matériel. Parce que quand on arrive à ce moment-là, en fait, du rendez-vous, souvent, le prospect va vous dire « Bon, allez, on commence, on visite ?» Alors que vous avez votre serviette, votre manteau, vous n'êtes pas encore prêt à visiter forcément le bien. Alors, il y en a qui font quand même une petite visite préalable à ce moment-là, mais je ne suis pas super fan de la méthodologie. Ça laisse trop de place à l'improvisation. Et puis, dans tous les cas, vous allez revisiter le bien avec votre matériel après. Donc, le fait d'avoir préparé votre rendez-vous vendeur va vous permettre, donc en amont, si vous l'avez googlisé, vous savez que vous avez peut-être des accroches, des points communs, des passions communes, des relations communes. Vous allez peut-être compléter ces informations avec ce que vous allez voir dans le bien et vous allez essayer de vous installer tout simplement pour poser vos affaires, à une table, c'est le mieux pour attraper votre matériel. Et là, en fait, l'idée, c'est que pendant environ, alors après, il n'y a pas de règle exacte, mais si je devais me donner une fourchette, je dirais entre 5 et 10 minutes, 5-8 minutes, vous allez essayer de parler de tout, sauf d'immobilier, en fait. Vous allez parler de vos passions communes, de ce qui vous anime, de tout, sauf de pourquoi vous êtes là, en fait. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir essayer de gagner la confiance du prospect. Et généralement, pour gagner la confiance du prospect, eh bien, souvent, on a des intérêts communs, en réalité. Et c'est là où c'est super intéressant. Ça permet de casser les barrières, en fait. De prendre la main sur le rendez-vous, ça permet de casser aussi les barrières. Alors, c'est toute une aptitude à avoir. Bien sûr, c'est la discussion, c'est du relationnel. Mais, par exemple, même si vous n'avez rien trouvé, je vais donner un exemple comme ça, vous voyez une photo, par exemple, à la montagne, n'importe où. Ah, tiens, vous avez été là. Enfin, si vous reconnaissez l'endroit. Tiens, j'y étais aussi il y a quelques temps. Ah, tiens, vous avez une coupe de, je sais pas, moi, de pétanque. Tiens, j'y ai joué. Enfin, vous trouvez n'importe quoi, en fait. Là, vous avez un chien. Vous vous intéressez à son chien. Les gens adorent les chiens. Mais l'idée, c'est de casser les barrières. Et là, en fait, quand vous avez quelqu'un qui est dur pour le mandat exclusif, vous allez commencer à le ramollir, en fait. C'est aussi simple que ça, en fait. Parce que, encore une fois, vous allez voir que le mandat, on va en parler à un moment précis du rendez-vous. Parce que si on parle du mandat alors que le prospect n'est pas mûr, en tout cas, on ne met pas les chances de notre côté. Donc, cette phase d'adaptation qui va durer, on va dire, entre 5 et un quart d'heure grand max, va permettre de casser ces barrières et va permettre de créer de la sympathie. Alors après, toujours une fois, on s'adapte. Parce qu'on sait qu'on gère des projets compliqués parfois, avec des projets ultra tendus, comme surtout chez les séparations, ça peut être des successions également. Donc, on s'adapte. Évidemment, s'il y a un projet qui est lourd derrière, on va garder la même méthodologie, mais on va l'adoucir et puis on va essayer d'avoir une attitude un peu plus solennelle. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, attention, très important aussi de s'adapter au projet qu'on a en face. Vous savez, nous, je nous considère souvent à des caméléons, en fait. On est des caméléons, c'est que on s'adapte, en fait, on s'adapte à qui on a en face. Hein. C'est aussi simple que ça.
Notre métier, de toute façon, n'est fait que d'adaptation. Voilà. Donc, on a cassé les barrières. Il est temps quand même de remettre l'église au centre du village et de savoir pourquoi on est là quand même. Parce qu'on n'est pas là pour tricoter, on est là pour faire du business. Donc, une fois que vous sentez que votre prospect voilà, commence à se livrer, commence à parler de lui, vous allez pouvoir le faire revenir sur le projet. Bon, pour ça, rien de tel que de rappeler les raisons pour lesquelles on est là. Alors après ça, il n'y a que vous qui savez pourquoi vous êtes chez votre vendeur à ce moment-là. Est-ce que c'est suite à une action de prospection? Est-ce que c'est la pige? Est-ce que c'est une recommandation? Donc vous allez rappeler pourquoi vous êtes là et vous allez vous présenter. 2 minutes, ça suffit. Entre 2 et 5 minutes. Parce que là, attention, il n'est pas question de se vendre. Il est question tout simplement de se présenter et de simplement de mettre un cadre à pourquoi on est là. D'accord? Là, on est à peu près à un quart d'heure, 20 minutes de rendez-vous, grand max. Ensuite, eh bien, on va parler du vendeur, encore une fois. Vous connaissez tous aussi l'adage que notre métier est fait de 80% d'écoute, au moins, en réalité. La confiance, le monde exclusif, on le gagne parce qu'on écoute le prospect et parce qu'on lui apporte une solution adaptée. Notre métier, c'est de l'écoute en réalité. Et 20% de blabla, voilà. Et 20% d'argumentation en réalité. On gagne la confiance de quelqu'un en l'écoutant. C'est aussi simple que ça. Donc, parlez-moi, monsieur le vendeur. Notre métier, c'est de poser des questions. Et pour ça, moi, je vous conseille, dans un rendez-vous vendeur, et c'est vraiment un minimum, 25 questions, c'est vraiment le minimum. Alors, je ne parle pas sur le bien, je parle sur le projet, en règle générale, du prospect. Quel est son problème, en réalité? Nous, je nous considère un peu comme des médecins. On est là pour résoudre la problématique de notre vendeur. La problématique, c'est qu'il veut vendre. Mais il veut vendre aussi dans les meilleures conditions. Et après, il veut peut-être acheter. Voilà. Et pour ça, c'est le projet. Le projet du vendeur. Le secret, c'est de connaître à fond le projet du vendeur parce que plus vous connaîtrez à fond son projet, plus votre relation et plus toute l'organisation et la vie que vous aurez autour du mandat, en fait, eh bien, sera professionnelle et vous vous en servirez tout le temps, en réalité. Que ce soit pour traiter les objections pour le mandat exclusif, pour le prix, que ce soit pour une baisse de prix dans un mois ou deux, vous allez vous en servir tout le temps, jusqu'à l'acte authentique. Et c'est à ce moment-là, en réalité. La vente, de toute façon, comme je dis souvent, hein, monsieur le vendeur, la vente se gagne aujourd'hui, en réalité. Plus je connaîtrai votre projet, plus je connaîtrai votre problématique, plus je saurai ce qui vous anime, plus mieux je pourrai vous accompagner, en réalité. C'est pour ça aussi que là, il faut quand même aider le prospect à se livrer. Là, on va commencer à rentrer dans son intimité. C'est pour ça que la phase précédente de synchronisation et d'adaptation, il est super important. Parce que si on la brûle, alors encore une fois, ce n'est pas une science exacte, mais on ne met pas les chances de son côté. On ne met pas toutes les chances. Si un projet est encore dur et qui n'a pas confiance et qu'il est encore dur comme de la pierre, ben vous avez le projet, ben pourquoi vous vendez, ou si vous lui demandez pourquoi vous vendez, ou qu'est-ce qui se passe un peu, qu'est-ce qui vous amène à vendre votre bien, et qu'est-ce que vous allez faire par la suite, ben vous risquez de vous heurter à des objections du style, ben écoutez, ben, je ne sais pas trop, on verra. Là, pour l'instant, je veux juste une estimation. Voilà, il va être fermé, d'accord? Alors que nous, on n'est pas là pour faire un mandat, on est là pour vendre. Ouais, vous voyez la différence? Comme je l'ai toujours dit à mes enfants, la confiance se gagne par goutte, mais se perd par litre. C'est sûr. Gagner la confiance, c'est la priorité numéro 1. On est bien d'accord. Donc, ce que je vous conseille de faire, si ce n'est pas déjà fait, c'est de vous faire un tableau avec toutes les questions que vous pourriez poser à votre prospect. Donc, il y a des questions sur avant la vente. Donc, pourquoi il a acheté ici? Parce qu'attention, vous allez pouvoir aussi vous en faire, parce que vous allez pouvoir vous en servir peut-être aussi pour lui trouver autre chose. Qu'est-ce qu'il va faire après? Comme ça, vous faites la vente, mais vous faites l'achat aussi. Pourquoi il vend? Qu'est-ce qui fait qu'il a acheté ici? Quelle est sa problématique? Qu'est-ce qui va plus dans son bien? Quel est son projet?
Et quand il vous donne son projet, quand souhaiteriez-vous que ce projet se réalise? Avez-vous une date butoir? Est-ce que c'est une mutation? Et si la mutation ne se passe pas, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Il faut vraiment creuser, 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 parce que plus vous en saurez, plus vous creuserez, plus vous apporterez la solution adéquate, qui sera certainement le mandat exclusif. D'accord? Donc cette question est importante également. Et si vous n'êtes pas assis à une table ou que c'est vite fait quand le vendeur vous emmène à droite à gauche dans la maison, c'est plus compliqué, puisque c'est vous qui ne maîtrisez pas. Une fois que, voilà, alors ça, c'est une étape qui dure 20 minutes. 20 minutes, c'est pas mal déjà. Un quart d'heure, 20 minutes. Et après, vous allez visiter le bien. Donc, une fois que vous savez tout sur votre prospect, vous allez visiter le bien. Donc, vous allez poser toutes les questions relatives au bien. Alors, n'en faites pas trop sur la flatterie, je veux dire, parce qu'ils ont l'habitude des professionnels qui disent « Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, oh ben là, vous avez bien fait, ah, ben, qu'est-ce qu'elle est belle la cheminée. » Donc, attention à la flatterie, ce n'est pas forcément bien perçu. Vous pouvez, si vous le pensez, donner un compliment sincère, bien sûr, mais avec parcimonie, parce que voilà, ils vont venir les professionnels qui font de la flatterie juste pour faire plaisir aux vendeurs, donc il ne faut pas trop en faire non plus quand on visite le bien, ça peut être mal perçu. Il faut le faire de manière délicate, on va dire. Donc on a tout ce que dit le vendeur, bien sûr. Et un truc intéressant aussi, c'est de le faire participer et de le faire parler, évidemment. Une vente se gagne à deux, monsieur le vendeur. Par exemple, c'est toujours pareil, hein, on s'adapte, mais ça m'est arrivé plein de fois, par exemple, que bah, tenez, monsieur le vendeur, vous pouvez m'aider? Et je lui file le télémètre, et c'est lui qui mesure sa maison. Ils sont contents. On le fait participer. Et moi, j'ai juste à noter. C'est un exemple comme ça, hein. Mais il est actif, on le rend actif, on l'implique dans le rendez-vous. Et là aussi, c'est super intéressant parce que tout simplement, on se met en position d'allié. On casse les barrières encore pour arriver à notre finalité du mandat exclusif. Souvent, quand on sort le télémètre, le vendeur il dit « Ah, c'est sympa, le petit joujou !» Ou « Ah, bah tiens, vous êtes équipé d'un télémètre. Voilà. Bah, tenez, regardez, vous voulez le faire ?» Voilà. Et ah, bah, allez, tac, tac. Et puis, il est content. Voilà. Pas tout le temps, encore une fois, on s'adapte. Mais c'est un petit hack assez sympa pour faire participer le vendeur. Et plus il sera impliqué, plus on se met en position de partenaire, encore une fois, et plus il vous fera confiance. On en revient toujours à la même chose. Alors ensuite, une fois que vous avez visité le bien, on revient au point de chute que vous aviez déterminé quand vous êtes rentré chez le vendeur, et on va refaire le point sur tout ce que vous avez vu. Donc on reformule tout ce que vous avez vu, on pose toutes les dernières questions. C'est à ce moment-là également qu'on fait le point sur la partie juridique et administrative du bien. Donc c'est à ce moment-là vraiment qu'on pose des questions sur le bien. D'accord ? Alors quand on est à la phase de découverte du prospect, on peut aussi poser des questions sur le bien, bien sûr. Mais la partie détail, les diagnostics, les servitudes, le type de propriété, les permis de construire, enfin, tous les éléments administratifs et juridiques de bien, moi, je vous conseille de le faire à ce moment-là, parce que, encore une fois, demander un titre de propriété à quelqu'un, c'est compliqué. Au bout d'un quart d'heure de rendez-vous, s'il n'a pas confiance. Alors, l'inverse est vrai aussi. Vous allez arriver, le dossier sur la table, débrouillez-vous, il y a tout. Mais c'est quand même pas la majorité des cas. Et un titre de propriété, ça peut être, comment dire, un bien un peu pas précieux, mais ça reviendra tout à l'heure. Donc là aussi, vous pouvez donner votre avis objectif sur le bien. Moi, j'aime bien parler de, vous savez, comme ça, vous préparez le prix. Les avantages et les objections que vous aurez sur votre bien de la part des acheteurs, en fait. Comme ça, vous êtes équilibré dans votre discours. Il ne vous semble pas à faire de la flatterie pour rien. Il vous semble professionnel. Donc, toujours avoir un discours équilibré. Votre bien, ses avantages, c'est ça.
ces inconvénients, ou plutôt les objections, parce qu'encore une fois, vous parlez à la place du prospect, puisque vous avez l'habitude de l'acheteur, les objections qu'auront les acheteurs, ça sera ça, 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 ça et ça. Voilà. Comme ça, vous commencez à le préparer un petit peu sur la suite. Bon, évidemment, plus vous aurez d'infos sur le bien, plus vous saurez de quoi vous parler quand vous aurez les prospects, et surtout à ce moment-là, sur la partie technique, en réalité. Parce qu'encore une fois, la vente se gagne le jour du mandat. Vous pouvez même commencer, pour ceux qui sont équipés d'un scanner, vous savez, portatif, vous pouvez même commencer à scanner les documents, et ça fait très pro, et ça permet de gagner du temps aussi quand vous aurez une offre d'achat sur le bien. Ça peut être intéressant aussi d'avoir cet outil. Donc là, vous savez tout ce qu'il y a à savoir. Alors là, vous êtes bien à 1 heure et quart de rendez-vous. Hein. Alors évidemment, selon les biens, selon les projets, ça peut différer. Mais en moyenne, vous êtes bien à 1 heure et quart. Là, à ce stade du rendez-vous, vous savez absolument tout sur votre prospect et vous savez tout sur le bien. D'accord ? D'ailleurs, c'est rigolo parce que très souvent, quand vous avez fini de visiter le bien, vous arrivez à « alors combien ?» Oh, calme, je ne sais pas encore, il me manque encore des informations. Et justement, vous allez vous structurer, c'est vous qui menez la danse, monsieur le vendeur, je vais vous le dire, aujourd'hui ou pas peut-être d'ailleurs, mais il me manque quelques informations pour pouvoir justement vous apporter une réponse sérieuse. À ce titre, est-ce que vous pouvez aller me chercher les documents relatifs du bien, titre de propriété, diagnostic, etc., que vous avez déjà fait? Car, monsieur le vendeur, vous n'êtes pas sans savoir que les diagnostics, c'est maintenant qu'il faut les faire. On ne va pas attendre d'avoir l'acheteur. Comme ça aussi, vous lui dites, parce qu'on est tous confrontés à ça aussi, où les vendeurs, ils veulent attendre toujours d'avoir l'acheteur. Sans parler du DPE qui est obligatoire pour publier, bien entendu. Donc là, vous allez devoir vous poser une question maintenant. Est-ce que vous voulez contracter votre mandat exclusif en R1 ou en R2? C'est la fameuse question du R1 et du R2. Je ne vais pas donner d'avis tranché sur R1 ou le R2 parce qu'il n'y en a pas dans tous les cas, parce que dans les deux cas, il y a des avantages et des inconvénients. Moi, j'ai ma préférence, je vais vous dire après laquelle c'est, mais après, les deux sont possibles. Avant qu'on attaque sur cette partie-là, est-ce que vous avez besoin qu'on revienne sur quelque chose? Ou est-ce que tout est bon pour vous? Ok. Alors, le R1 ou le R2. Donc, je rappelle que tout simplement, le R1, vous contractez tout de suite. Le R2, vous allez refixer un rendez-vous avec votre prospect pour contracter dans un second temps. D'accord? Moi, à titre personnel, alors, avant de vous donner mon avis personnel, quels sont les avantages et les inconvénients des deux? Parce que voilà, rien n'est tout noir ou tout blanc, il y a toujours le revers de la médaille. Les avantages du R1, vous contractez tout de suite. Vous ne perdez pas de temps. Vous montrez une certaine expertise de votre métier puisque vous avez réussi à convaincre le prospect tout de suite. Donc, le R1, c'est surtout sur cet aspect-là, en réalité, que les avantages se font. C'est surtout sur le gain de temps, en fait, en réalité. L'inconvénient, c'est surtout si vous vous trompez de stratégie, de prix ou de méthode, vous manquez un peu de recul. On manque un peu de recul et c'est vrai que si on se trompe, un R2, on peut toujours. Ce qui est bien, c'est que dans notre métier, il n'y a jamais rien d'urgent en règle générale. Donc, on peut quand même modeler la stratégie. Mais c'est vrai que quand on se trompe, pour le coup, on peut perdre un peu de crédibilité auprès du vendeur. Donc, j'ai envie de dire que le R1, si vous contractez en R1, déjà si c'est possible, parce que ça ne sera pas forcément possible, il y a des notions juridiques. Si vous n'avez pas tous les mandants, si vous voulez faire le mandat exclusif alors qu'il y a déjà des mandats simples, évidemment, vous ne pouvez pas contracter en R1. Donc là, il faudra évidemment repartir en R2. Disons que le R1, si c'est possible, c'est vraiment si vous êtes sûr de votre coût. D'accord? Mais normalement, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le R2, moi, je les faisais uniquement quand j'avais des biens particuliers qui nécessitaient 24 heures de réflexion et qui aient besoin vraiment
de comparable, ou pour un vendeur extrêmement réticent sur... Alors, un vendeur où je sais qu'il est vendeur, évidemment, il y a un projet, mais qu'il a besoin vraiment de palpable pour prendre sa décision finale sur le mandat exclusif. Donc, on va arriver avec un R2, avec un avis de valeur que vous aurez fait sur certains outils qu'on va voir tout à l'heure, et des comparables surtout. D'accord, pour lui dire, regardez, monsieur le vendeur, c'est pas moi qui le dis, c'est le marché. Donc là, ça peut être un bon moyen de faire un R2. Le problème, c'est que le R2, on prend du temps parce qu'il faut y retourner, et que si entre-temps, il y a un confrère qui a réussi à closer en R1, un mandat exclusif qui plus est, le mandat nous passerait sous le nez, pendant 3 mois au moins. Donc oui, ça dépend aussi du type de bien, tout à fait. Mais en règle générale, quand même, on arrive toujours, allez, on va dire à 80% quand même, on peut quand même closer en R1. Et moi, je suis un grand partisan du R1. Voilà, tout simplement parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Et que un bon professionnel, sauf cas particulier, on se laisse 20%, projet particulier, bien particulier, besoin vraiment d'un R2 parce que le vendeur est comme ça. Mais normalement, avec un rendez-vous vendeur comme ça, en R1, on peut closer. Moi, je suis un grand partisan du R1. Mais voilà, il n'y a pas les deux sont possibles. On s'adapte, encore une fois, en fonction du prospect, en fonction du bien. Mieux vaut faire un R2 si vous êtes quasiment sûr de contracter avec un mandat exclusif, plutôt que de bâcler un R1 et de repartir à un mandat simple, par exemple. C'est possible aussi. Donc ça, c'est vraiment à vous de faire un tableau avec tous les avantages et les inconvénients et de voir la stratégie que vous souhaitez développer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, il va falloir prendre une décision. Il va falloir prendre une décision pour savoir quelle direction vous allez prendre. Voilà, j'avais fait une petite synthèse. Si vous êtes sûr de vous, vous pouvez donner le prix tout de suite et enchaîner sur la suite du rendez-vous. Ou si vous souhaitez effectuer un R2, vous prenez congé en fixant le plus vite possible un R2 pour continuer le rendez-vous. Donc, le R2, c'est tout simplement une prolongation du R1, en fait. Tout simplement, c'est comme un R1, sauf qu'on le fait en 2 fois. Donc, je vous conseille fortement, pour les raisons qu'on a évoquées, de fixer un R2 à grand max 24 heures après. Ouais, 24 heures, 48 heures après, grand max. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un confrère qui passe entre-temps, si vous voyez ce que je veux dire, et qui vous casse tout le boulot que vous avez fait. Donc ouais, si vous pouvez le fixer au lendemain, c'est bien, autant que faire se peut. Vous pouvez aussi faire un R1, et si vous manque des indivisaires, vous partez sur la signature électronique avec Protexa, d'accord? La signature électronique est tout à fait adaptée pour ce genre de situation. Si c'est juste une question qu'il n'y a pas tous les mandants, vous partez sur Protexa et c'est réglé, vous avez tous les mandants. Donc là, on va continuer le rendez-vous pour le coup. Donc vous êtes toujours en R1 ou vous revenez suite à un R2. Alors, oui, mais la majorité veulent plusieurs avis maintenant, donc le R1 est de plus en plus rare. D'accord. Alors après, ça va dépendre, effectivement. Là, on est dans un cas où peut-être... Alors, d'abord, ça va passer par une phase du traitement des objections, c'est-à-dire que, voilà, monsieur le vendeur, avec tous les éléments dont je dispose, avec les avantages et les objections que vous aurez sur votre bien, vous allez, justement, c'est la 8e partie, c'est l'annonce du prix. Donc, on évite de donner un prix fixe, puisque évidemment, tant que le bien n'est pas signé, tout n'est que spéculation, puisque monsieur le vendeur, votre bien a plusieurs prix. Il y a le prix que vous l'avez acheté, le prix du marché, le prix de l'offre d'achat que vous allez recevoir, et le prix que vous allez signer. Et le prix, ça sera celui-là, en fait. Tout le reste, c'est que du vent, en fait. Ça donne une information, en réalité. Donc, la fourchette, monsieur le vendeur, c'est entre ça et ça. Et c'est sûr. Et si vous souhaitez
ce qui peut être intéressant aussi, ça rentre dans le cadre de la préparation du rendez-vous. Mais bon, c'est délicat parce que quand on n'a pas vu le bien, on peut aussi être à côté de la plaque, mais vous pouvez le sortir à ce moment-là de votre cartable, de votre serviette. Si vous sentez que les comparables sont pertinents, vous pouvez aussi sortir de votre serviette une étude que vous avez faite au préalable, avec toutes les informations du bien. Donc ça, vous apportez du palpable, vous apportez des arguments, et vous apportez voilà, des illustrations à votre fourchette que vous annoncez. Parce qu'en PNL, il y a les visuels, il y a les auditifs, il y a les kinesthésiques, et le fait d'apporter plusieurs supports, que ce soit votre voix, que ce soit un book, que ce soit une étude, vous allez leur remettre dans les mains et c'est du concret. D'accord? Donc ça apporte du professionnalisme. Et ça, il y a des outils qu'on va voir tout à l'heure qui le font. Si vous n'avez pas de comparable papier, vous pouvez aussi le montrer tout simplement sur votre smartphone. Tout simplement, regardez, monsieur Tatac, vous rentrez des informations, vous allez sur Se Loger, par exemple, ou vous pouvez aussi faire un certificat de parution sur votre compte Se Loger. Voilà, c'est pas moi qui le dis, regardez, le marché reflète ce que je suis en train de vous dire. Et pour en revenir à ce que tu disais, donc la majorité veulent plusieurs avis. Alors oui, c'est souvent le cas, mais parfois, alors pas toujours, encore une fois, hein, mais il faut quand même essayer de traiter les objections si c'est possible. On peut poser des questions du style monsieur le vendeur, voilà, je vous ai dit que c'était entre ça et ça. Vous avez là des comparables. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait penser que recevoir un autre professionnel, ça va changer la donne? Puisque là, vous avez tous les éléments. Voilà. Il va falloir essayer de traiter ce genre d'objection et de le closer. En fait, donc, soit il va dire, ouais, mais ça permet de... Vous avez raison, mais regardez, les comparables, ils sont là. Est-ce que vous avez vraiment envie de perdre du temps à recevoir un autre professionnel? Donc après, à vous de voir si vous arrivez à l'amener finalement à le closer, ou sinon, il faut attendre, il faut faire un R2. Mais vous pouvez aussi, alors là c'est pareil, on est aussi sur l'adaptation. Si vous êtes sur un marché qui est hyper porteur et que vous savez que même en mandat simple, vous allez le vendre, le produit, vous pouvez, alors si vraiment l'exclut et pas possible là parce qu'il veut vraiment recevoir d'autres professionnels, c'est là que je disais tout à l'heure que l'exclu n'est pas forcément on va dire la solution adaptée. Vous pouvez peut-être aussi partir sur un mandat simple, comme ça vous commencez à travailler et vous pouvez commencer à faire les visites et à diffuser. Si vous êtes sur un marché hyper porteur, normalement 24-48 heures, c'est réglé, si le bien il est au prix. Parce que imaginez que la personne, le vendeur veuille recevoir un autre professionnel, vous ne l'avez pas closé, donc vous repartez bredouille, même sans mandat simple, et que derrière le professionnel, lui, fait une exclue. Parce que, tout simplement, il aura proposé 20 000 euros de plus que vous, ou 15, ou même 5, et que finalement, rien que pour ça, il close. C'est dommage. Donc, c'est pour ça que, attention à ne pas s'enfermer forcément dans l'exclu et que parfois, le mandat simple peut être une solution intermédiaire pour quand même pouvoir commencer à travailler et surtout sur les secteurs portables. Normalement, vous allez à côté de chez moi à Bordeaux, en 24 heures, c'est réglé. Après, ça dépend, toujours pareil. Mais en 2023, normalement, on n'est pas à court. C'est un peu compliqué pour les financements, mais sauf sur de rares secteurs, on n'est vraiment pas en manque d'acheteurs. Donc, l'annonce du prix, soyez le plus ferme possible, de façon à ne pas entrouvrir la porte aux objections. Il ne faut pas être fébrile à ce moment-là, parce que souvent on est fébrile à ce moment-là, on l'a tous fait. Vous êtes sûr de vous, c'est ça et ça, point. Si vous pensez ne pas être sûr de vous ou que vous avez besoin de comparables, n'hésitez pas à faire un R2 alors dans ce cas-là. Mieux vaut faire un R2 et être sûr de vous plutôt que d'être fébrile et de risquer de perdre le contrôle sur le rendez-vous à ce moment-là, parce que ça, c'est quand même un moment délicat, ce moment-là, et soit de repartir bredouille pour de bon,
voilà, ou soit de partir sur un prix que vous allez peut-être accepter, mais qui ne sera pas forcément optimisé. Donc, il faut jouer avec le curseur à ce niveau-là. Est-ce que vous avez des questions? Dans tous les cas, dans la grande majorité des cas, vous serez soumis au traitement des objections à ce moment-là. Donc, l'idée, encore une fois, alors ça c'est bien parce que tout à l'heure, quand je vous parlais du type de propriété, n'hésitez pas à surtout regarder combien il a acheté le bien. Parce que c'est intéressant quand même de savoir combien il a acheté le bien. Ça vous donnera des informations. Essayez de comprendre pourquoi il demande ce prix. Et là, on en revient on en revient encore une fois au projet, parce que le prix est très souvent directement impacté par le projet du vendeur. En même temps, vous allez savoir s'il est réellement vendeur et si ce n'est pas un opportuniste, parce que vous allez choisir ou pas si vous aussi vous faites le mandat exclusif. Voilà, parce qu'encore une fois, rentrer un mandat exclusif hors marché, je vous déconseille fortement de le faire. À la limite, un mandat simple. Voilà. Rappelez-vous vraiment ce qu'il vous a dit au début du rendez-vous quand vous avez fait la découverte vendeur, parce que quand vous allez argumenter sur le prix, vous allez argumenter sur le prix, certes, mais surtout sur son projet. Vous allez traiter les objections sur ce qui est palpable pour lui, en fait, c'est-à-dire sur vraiment ce qui le touche. Parce que, regardez, vous mettez dans la peau d'un vendeur, vous lui dites, en fait, votre prix, c'est entre 200 000 et 220 000 euros parce que c'est le marché. C'est comme ça, c'est le marché. Bon, ok, d'accord. Ça va rentrer dans une oreille, ça va sortir par ici. Par contre, vous lui dites, monsieur le vendeur, votre bien, c'est entre 200 et 220 000 euros. C'est à ce prix-là, enfin, c'est dans cette fourchette-là qu'un acheteur investira sur votre projet. Et là, vous allez continuer, en réalité. Maintenant, vous m'avez dit tout à l'heure que, sauf erreur de ma part, hein, vous aviez besoin de vendre parce que dans 3 mois ou 4 mois, vous êtes muté, parce que votre situation est compliquée financièrement, parce que le bien est trop cher à entretenir, parce que vous voulez rapprocher je sais pas moi, de vos enfants. Il peut y avoir vraiment une multitude de raisons. Donc, monsieur le vendeur, effectivement, là, avec le marché actuel où votre bien se situe entre ça et ça, si vous voulez rejoindre vos enfants dans 4 mois, effectivement, il sera sage de se mettre dans cette fourchette. Sinon, il va falloir attendre. Voilà. Quand vous argumentez toujours sur le projet du vendeur parce que c'est sur ça qui sera réceptif. Et alors, il faut parler des notions de marché, mais surtout sur ce qu'il touche personnellement, sur des arguments subjectifs en réalité. Et là, ça va rester par contre. Même si, allez, on se met au-dessus un peu et que, comme c'est la majorité des cas, et que il a ça dans la tête, vous savez que quand vous allez revenir en renégociation, vous savez qu'il a ça dans la tête et que vous allez en remettre une couche. Et même en renégociation du prix, ça va faire mouche. En fait, je ne compte pas le nombre de renégociations et de biens vendus par cette méthode, tout simplement parce que même si vraiment il veut se laisser une chance, pendant 2 semaines, 1 mois grand max, normalement, en rendez-vous de suivi, eh bien, normalement, il vous écoute. Parce que vous avez employé des termes qui lui parlent et qui sont vraiment propres à son projet, en fait. Et pour ça, ça passe par une bonne découverte vendeur. Alors, là, maintenant, on va partir du principe que vous êtes d'accord sur le prix. Ça y est, vous avez... Alors, maintenant, si vous n'êtes pas d'accord sur le prix et que vraiment vous n'arrivez pas à trouver d'accord, ce qui peut arriver parfois, mais alors, plusieurs cas de figure. L'accord est totalement indécent, enfin, le non-accord, c'est-à-dire qu'il demande vraiment un prix que vous savez très bien que ça ne fonctionnera pas. Ou bien, alors, certainement pas de mandat exclusif, ça c'est sûr. Par contre, vous pouvez éventuellement basculer sur un mandat simple si vous voulez tout de même faire un mandat simple, mais je ne suis pas forcément super fan. Sauf si le projet, vous savez que vous pouvez le faire mûrir.
ou ne pas faire de mandat. C'est très fort aussi l'anti-vente. Je ne compte pas le nombre de vendeurs qui m'ont rappelé 2 jours après parce qu'ils avaient réfléchi. Ils m'ont dit, vous avez raison, monsieur Bourse, finalement, on a réfléchi, on n'a pas envie que finalement ça dure 6 mois, nos enfants ont besoin de nous voir, je suis muté, enfin, vous voyez, ils vous rappellent le projet, et derrière, vous arrivez, vous vous régalez. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire de l'anti-vente, hein, ça marche bien. Et vous ne mettez pas en position de subordination, qui plus est. Donc là, on va partir du principe qu'il faut enchaîner le rendez-vous parce que vous êtes d'accord. Vous êtes tombé d'accord sur une fourchette qui vous paraît réaliste. Donc, OK, ça c'est cool. Donc, monsieur le vendeur, si j'ai bien compris, si on vend entre ça et ça, vous me suivez, on se dit un compromis. Comme ça, vous pré-closez, vous êtes sûr. Oui, oui, c'est bon. OK. C'est là que maintenant, on va rentrer dans la partie commerciale. Et c'est à ce moment-là où vous allez le plus parler en réalité. Parce que là, on est à quoi? On est peut-être à 1h30 de rendez-vous, 1h20, 1h30. Et vous n'avez quasiment pas parlé, en fait. Vous avez parlé peut-être sur 1h30, vous avez peut-être parlé un quart d'heure. Parce que à ce moment-là, sauf pour argumenter le prix, bien sûr, eh bien, vous n'avez fait que poser des questions, quasiment. C'est lui qui a parlé. Donc là, normalement, il est très détendu. Il commence, du moins, à être très détendu. Sauf si vous n'êtes pas d'accord sur le prix. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter aussi à faire de l'humour. Parfois, c'est assez rigolo. Bon, monsieur le vendeur, je vais vous annoncer le prix. On se fâche maintenant ou on attend un peu? Voilà. Quand vous sentez que c'est possible, évidemment, hein, c'est un manière avec des pincettes. Mais parfois, le fait de faire un peu d'humour permet de casser les barrières. Souvent, je faisais, de toute façon, là, sur un bien que j'estime entre 200 et 220 000 euros, très souvent, je faisais, bon, bah là, de toute façon, je pense qu'on va être à 70 000 euros max. Hein. Plus, ça va me paraître compliqué. Oh, quoi? Oh, mais, vous ne m'avez pas cru. Voilà. C'est des petits trucs comme ça qui permettent de casser les barrières. Et du coup, quand vous allez annoncer un prix qui sait, que vous savez pertinemment que ça va être en dessous de ses espérances, parce que vous, dans la découverte, vendeur, vous l'avez demandé, évidemment, de combien il espérait. Eh bien, mine de rien, ça joue avec l'ascenseur et ça permet, encore une fois, de casser encore ces barrières et l'écoute sera plus, l'oreille est plus attentive, enfin, et sera moins, comment dire, moins hostile en réalité que si vous n'avez pas passé par cette petite période, petite pointe, cette petite épice d'humour. Pas hésiter. Donc, vous êtes d'accord? C'est parfait. Donc maintenant, on va parler des arguments du mandat exclusif. Donc, et de la présentation des services, en fait, tout simplement. Donc, et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais à ce moment-là, ça fait 1h30 que vous êtes en rendez-vous et vous n'avez toujours pas parlé de mandat. Parce que moi, je juge qu'avant, et encore, on n'en a toujours pas parlé, on en est à la 10e partie. Et parce que moi, je pense qu'avant la 11e partie, parce qu'on va en parler dans la prochaine partie, pour moi, le vendeur n'est pas mûr, tout simplement. Je suis de ceux qui pensent que si on a brûlé des étapes qu'on a vues là au préalable, dans la majorité des cas, le vendeur ne sera pas mûr. Et il ne sera pas optimisé, on va dire, la confiance ne sera pas assez optimisée pour passer une exclue. Ça, c'est mon avis sur la question. Bon, sauf, on va dire, 20% des cas. D'accord? J'insiste sur le fait de vous vendre en tant que personne. D'accord? C'est-à-dire que, vous le savez aussi bien que moi, l'immobilier, à notre échelle, c'est du local. D'accord? C'est du local. Les vendeurs travaillent avec un humain par le biais d'une société. D'accord? Et vous savez très bien que les gens veulent travailler avec vous. Donc, vous devez vous vendre à vous, mais aussi le réseau, bien entendu. Mais d'abord vous, parce que vous savez très bien que c'est ça qu'ils veulent, les vendeurs, en réalité. Les vendeurs n'ont absolument rien à cirer, que ça soit Expertimo, que ça soit Optimum, que ça soit Capifrance qui est vendu. Ce qu'ils veulent, c'est que ça soit Anthony, Tequiette, etc., etc. Par le biais de la structure. Donc attention, on n'exclut évidemment pas le réseau, parce que le réseau fournit des outils, fournit des services,
des super partenariats qu'on va voir après. On a fait une petite liste des outils qui vont permettre justement d'accompagner on va dire, cet argumentaire. Donc, la synergie du réseau, tout ça, ce sont des éléments forts. Mais d'abord, c'est du local. Et ça, vous le savez aussi bien que moi, je vous apprends rien. Alors, bon, là, c'est toujours pareil, je vous ai fait une liste non exhaustive, pour moi, des meilleurs arguments qui vont vous permettre de gagner la confiance des prospects en vue, après, de passer le mandat exclusif, parce que toutes les étapes qu'on voit, grâce au professionnalisme et à la structure que vous apportez au rendez-vous, véhiculent inévitablement une attitude pro, en réalité. Donc, plus le rendez-vous passe, normalement, et plus le vendeur il comprend qu'il a besoin de vous. Et que sans vous, ça va être compliqué de vendre en réalité. Donc, c'est pour ça que le mandat, on en parle après. En réalité, il faut d'abord en passer par toutes ces étapes pour lui faire comprendre qu'il a besoin de vous grâce à toute la structure, grâce à l'éducation que vous avez faite pendant le rendez-vous, aux éléments que vous avez, à la compréhension de son projet, aux outils maintenant à présent qu'on va voir. Donc, évidemment, alors il y a vraiment des arguments de bateau. Donc, vous allez mettre en avant la multidiffusion sur tous les partenariats qu'on a. Vous allez mettre, alors justement, je voulais vous le dire, j'ai oublié. N'oubliez pas, il me semble qu'on arrive à la fin des délais pour vous inscrire par rapport à la formation marketing digital. Il y en a pas mal qui m'ont sollicité sur ce sujet. N'oubliez pas qu'en juin, je co-anime avec un spécialiste du marketing digital, un centre de formation, une formation sur le marketing digital de 10 heures sur le mois de juin, qui est remboursée par la GIFIS. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire parce qu'on va animer ça à deux, ça va être super intéressant. Et aujourd'hui, je ne compte pas, alors je dis aujourd'hui, mais c'était il y a 2 ans, et avant même, je ne compte pas le nombre d'affaires que j'ai faites grâce aux réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas parce qu'en plus, la formation est vraiment centrée sur le mandat. Si je vous dis le chiffre d'affaires que j'ai fait rien qu'avec Facebook, je pense que vous allez tomber par terre. Donc, vraiment, cette formation va être super intéressante. Donc, évidemment, vous allez pouvoir mettre en avant les formations que vous apporte le réseau, notamment, là, en l'occurrence, je prends cet exemple sur le marketing digital, parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué, on peut, mais moi, je suis de ceux qui pensent que se passer du digital, c'est un manque à gagner. Bon, je pense que beaucoup se penseront comme ça aujourd'hui, ça c'est sûr. Donc, quand tu utilises bien les outils du digital, c'est une optimisation du chiffre d'affaires. Vous allez mettre en avant les partenariats avec vos confrères, c'est-à-dire que monsieur le vendeur, en signant avec moi, vous ne signez pas avec moi, vous signez avec moi, mais avec les 800 collaborateurs d'Expertimo, plus mes partenariats locaux. Vous allez lui rappeler comment fonctionne, vous allez l'éduquer, là, c'est plus de l'éducation, c'est-à-dire que vous allez vraiment lui montrer comment va se dérouler la vente avec vous de A à Z, vraiment pour le rassurer, avoir une attitude rassurante. Vous allez lui expliquer comment vous allez accompagner les différentes parties, l'acheteur et lui, en fait, le vendeur. Est-ce que vous allez mettre en place jusqu'à l'acte authentique, la gestion du compromis, la vérification de la solvabilité des acheteurs, ça c'est un argument fort. Monsieur le vendeur, il n'y a pas, surtout en 2023 d'ailleurs, il n'y a pas un acheteur, c'est simple, en 2022, je n'ai pas eu un refus de prêt. Bon, même si c'est pas vrai, si c'est pas grave. Je n'ai pas eu un refus de prêt. Pourquoi ? Parce que, monsieur le vendeur, le client, c'est vous. C'est vos intérêts que je défends avant tout, en réalité. Et ça passe par une vérification de la solvabilité des acquéreurs. Il n'y a pas un acheteur qui n'est pas passé entre les mains de mon courtier avant de vous engager sur un compromis de vente. Quand vous signez un compromis de vente avec moi, vous êtes sûr à 99% que ça aille jusqu'au bout. Bon, je me laisse 1%. Hein. Voilà. Puis s'il y a un refus de prêt, ça sera bien 1%. Bon, bien sûr, là, je vais vous expliquer comment va se passer les contre-visites, les visites, les comptes rendus de visite, le suivi. Alors, ça, c'est évident. Le vendeur, aujourd'hui, il a besoin, surtout dans le cadre d'un mandat exclusif, il a besoin d'une expérience qui dépasse ses attentes. Et pour ça, il faut un suivi. C'est une grosse erreur que font beaucoup d'agents, c'est un manque de suivi. Pas de compte-rendu de visite, pas de compte-rendu de publication, rien. Alors ça, on va en parler après. Mais ça, c'est hyper important de faire des comptes-rendus réguliers, d'avoir toujours des
toujours un contact, que ce soit par email, par téléphone, par texto, par ce que vous voulez, il faut des contacts toutes les semaines, voire plus, suivant les projets, avec vos vendeurs. Vous allez lui expliquer comment vous allez défendre le prix, surtout dans le cadre du mandat exclusif, comment vous allez défendre son prix, tout simplement. Tout ce qui est accompagnement, conseil juridique, fiscal, urbanisme, ça, vous allez pouvoir aussi l'éduquer sur ce sujet. Mais normalement, tout ça, c'est déjà fait. Parce que ça, vous vous rappelez, ça, c'est sur la partie, quand vous êtes revenu après la visite, là, c'est le moment d'étaler votre science, justement. Et là, ce qui est bien, c'est que quand vous connaissez votre sujet, et là, je vous renvoie vers la veille juridique que met le réseau tous les mois, voire 2 fois par mois dans le cloud, c'est que très souvent, en fait, les vendeurs ont des idées qui sont fausses, que ce soit sur tout et n'importe quoi, et ils vont vous dire « Ah ouais, je ne pensais pas que c'était comme ça. » Non, mais vous êtes sûr, parce que votre confrère m'a dit que le diagnostic... non, mais je sais. Le diagnostic assainissement, c'est valable 1 an. Et les termites, c'est valable 2 ans. Ah, mais c'est sûr, j'ai regardé sur Internet. Ou votre confrère me l'a dit. Ah, alors là, vous vous régalez. Monsieur le vendeur, on va remettre les choses dans leur contexte. Et là, vous étalez votre science. Ah, mais c'est sûr, regardez, tac. Si vous ne croyez pas, vous allez sur Legifrance et vous le trouvez en 2 secondes. Donc là, vraiment, ça, c'est super intéressant parce que vu que beaucoup de conseillers racontent n'importe quoi, eh bien, derrière, vous passez et vous vous régalez. Et bien sûr, le suivi, c'est ultra important. Moi, je pense que le mot le plus important de cette slide, c'est le mot suivi. Parce que c'est ça qui vraiment apportera l'expérience la plus... et c'est de ça dont ils ont besoin, en réalité. Bon, c'est une liste non exhaustive, bien entendu. Après, on va voir quelques arguments supplémentaires qui sont vraiment dédiés au mandat exclusif. Et là, nous allons pouvoir passer à la proposition du mandat. Parce qu'il va falloir lui proposer à un moment donné quand même. Et moi, je le faisais toujours à ce moment-là, à la 11e partie. C'est à ce moment-là, en réalité, que vous allez pouvoir vraiment lui proposer. Parce qu'avant, il va vous manquer des informations. Le vendeur, peut-être que ça ne le fera pas avant, comme au moins vous le savez avant, vous ne perdez pas votre temps. Peut-être que vous n'allez pas vouloir le travailler avec lui avant. Peut-être que le prix, vous n'allez pas le fixer. Peut-être que finalement, son projet ne tient pas la route. Donc, ça ne sert strictement à rien de proposer un mandat avant, puisque vous n'allez pas savoir si avant toutes les étapes précédentes, si vous pouvez faire un mandat, que ce soit sur le juridique ou même sur le commercial, en réalité. Alors, comment présenter un mandat? Bon, il y a plein de méthodes, évidemment. Mais moi, j'aimais bien laisser le vendeur choisir tout en l'influençant, en réalité. C'est-à-dire qu'avec toutes les étapes qu'on a faites, normalement, là, vous passez pour un super pro. Donc, on va maintenant l'orienter vers le mandat exclusif. Alors, ce que je vous conseille de faire, parce que tout le monde ne connaît pas les options, ça va être de présenter les 3 mandats, tout simplement. Donc, monsieur le vendeur, voilà, donc vous avez le prix, voilà tout ce que je... Donc, vous avez fait votre speech commercial. Monsieur le vendeur, selon vous, pour qu'on travaille ensemble, afin qu'on travaille ensemble, et c'est pas est-ce que vous acceptez, c'est monsieur le vendeur, afin qu'on travaille ensemble, il existe 3 options. Est-ce que vous les connaissez? Comme ça, vous l'impliquez. Vous lui forcez pas la main. Il va vous dire oui, il va vous dire non. Bon. Écoutez, je crois qu'il y a le mandat exclu. Rafraîchissez-moi la mémoire. Très souvent, ça se passe comme ça. Écoutez, vous avez le mandat simple, tout d'abord. Je vous conseille de commencer par le mandat simple. Vous avez le mandat simple. Le mandat simple, c'est un peu la foire. Je publie, vous publiez, tout le monde publie. C'est aussi le mandat le moins efficace. Parce que souvent, votre bien il est affiché à plusieurs prix différents.
votre bien, en fait, se retrouve votre propre concurrent parce que c'est une visibilité, mais une visibilité de mauvaise qualité, tout simplement parce que c'est un peu, monsieur le vendeur, comme si vous rentriez dans un magasin de chaussures. C'est-à-dire que moi, je rentre dans un magasin, puis je vois la même paire de chaussures affichée à plusieurs prix différents. Ça renvoie un peu une image d'incohérence auprès du marché. En plus, il y a pas mal d'acheteurs, ça renvoie à l'orgueil, qui se disent, mais attendez, alors surtout en plus, si le bien ne se vend pas au bout de plusieurs mois avec le phénomène d'usure, monsieur le vendeur, moi, votre bien, monsieur le négo, je ne sais pas, vous m'avez montré ce bien, mais ça fait longtemps qu'il est en publication. En plus, il y a plusieurs, il est affiché plein de fois, on l'a vu plein de fois. Vous voyez, monsieur le vendeur, ce n'est pas efficace. Les acheteurs, souvent, ils disent ça, en fait. Hein. Ça renvoie une image de méfiance auprès du marché, en fait, tout simplement. Le mandat simple, souvent, renvoie une image de méfiance auprès du marché. Après, vous avez le mandat semi-exclusif. Le semi-exclusif, c'est tout simplement le fait que vous allez pouvoir commercialiser, et moi, je vais commercialiser, mais on écarte toutes les autres agences. D'accord? Et enfin, il y a le mandat exclusif, où là, vous allez me faire confiance à 100%. En fait, vous n'êtes pas obligé d'ailleurs dans votre discours de parler de mandat, vous savez. Vous pouvez aussi parler d'autorisation, parce qu'un mandat, c'est une autorisation de publication, une autorisation de pouvoir faire de l'entremise. Donc, vous pouvez aussi parler d'autorisation, c'est un mot un peu moins fort, un peu moins engageant psychologiquement. Et enfin, il y a l'autorisation exclusive, où là, eh bien, vous me faites confiance à 100%, je suis le seul à pouvoir faire aboutir votre projet. Et selon moi, au vu de ce que vous m'avez dit, selon vous, d'abord selon moi je donnais mon avis, vu tout ce que vous m'avez dit, tac, 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 votre projet, votre besoin de vendre, il me semble que la solution exclusive est la plus pertinente dans votre projet. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le vendeur? Et là, vous avez vu, vous lui posez la question et vous lui laissez choisir. Mais derrière, vous avez fait un rendez-vous de fou et vous l'avez quand même pas mal orienté, de manière, on va dire, détournée. Donc là, il va vous dire oui, bam, cadeau. Ça va arriver une multitude de fois. Hein. Et là, il vous dit non. Ou il vous dit, je sais pas, j'hésite, nani, nana. Mais dans les deux cas, dans tous les cas, vous êtes gardé, bien sûr, des arguments liés à ce mandat. Et il y en a plein. Alors, moi, j'en ai mis quelques-uns, mais bien sûr, vous allez en trouver d'autres. Alors, monsieur le vendeur, pourquoi le mandat exclusif est bon pourquoi je pense que le mandat exclusif est bon pour votre projet? Tout simplement, vous protégez votre bien contre le phénomène d'usure. On l'a vu, le phénomène d'usure, c'est le fait que votre bien ne se vende pas, et le mandat simple accélère ce phénomène d'usure puisqu'il renvoie l'image d'un vendu. Donc, votre bien ne se retrouve pas son propre concurrent. Il y a des études, alors je vais vous la mettre dans le chat, mais il y a des études qui ont été faites entre autres par Meilleur Agent, donc ils sont vous pouvez même les imprimer et lui montrer. Il y a des études qui ont été faites, qui sont indépendantes, qui prouvent que le mandat exclusif se vend plus rapidement que le mandat simple. C'est simple, hein, monsieur le vendeur, c'est tout simplement lié aux éléments que je vous ai dit précédemment, par rapport à la mauvaise qualité de l'annonce. De plus, si vous me faites confiance sur une exclusivité, je vais pouvoir mettre des moyens supplémentaires pour faire aboutir votre projet. Vous allez me donner la possibilité de pouvoir investir dans votre projet, chose que je ne peux pas faire en mandat simple, puisque je risque fortement de gaspiller mon argent. Donc, vous allez pouvoir profiter d'une meilleure visibilité et de qualité, parce que pour que votre bien se vende, il faut qu'il soit visible partout. Donc ça, on l'a vu, c'est l'intégralité des portails d'annonces dont je dispose, mais en plus, qui est qu'un canal de diffusion, c'est-à-dire un professionnel, et pas 5 ou 6, comme c'est souvent le cas, parce que là, encore une fois, vous connaissez les problèmes. Vous allez également pouvoir lui proposer un engagement d'action. C'est l'engagement de service. C'est-à-dire que vous allez, on a des modèles d'ailleurs, hein, vous avez des modèles dans le cloud, vous allez tout simplement remplir une feuille A4 et dans cette feuille, vous allez cocher tout ce que vous allez faire pour lui pour l'aider à vendre. Et si, monsieur le vendeur,
il y a une seule chose que je ne fais pas, vous résiliez immédiatement le mandat exclusif. Immédiatement le mandat exclusif. Et c'est réglé, on n'en parle plus. Ça, c'est bien pour ceux qui se sont engagés. Vous avez un interlocuteur dédié, parce que souvent, l'agence, ils n'aiment pas avoir plein d'interlocuteurs, les vendeurs. Je l'ai entendu plein de fois. Meilleure coordination, les moyens supplémentaires. Vous allez montrer l'étude. Vous allez aussi mettre en avant votre éducation et la sécurité juridique. Et moi, il y avait, pour en venir au phénomène d'usure, il y avait une phrase que j'aimais bien. C'était quelle est la différence entre un diamant et un zirconium, monsieur le vendeur? Ben, c'est l'effet rareté, en fait. Si vous faites plein de mandats simples, eh bien, le problème, c'est que votre bien sera un zirconium, parce qu'il ne sera pas rare. En revanche, s'il y a un bon professionnel qui diffuse partout avec les moyens supplémentaires qu'on va voir, eh bien, votre bien sera rare sur le marché et la rareté, vous vendrez plus cher, monsieur le vendeur. Vous vendrez moins cher en mandat simple. Voilà. Alors, les outils. Qu'est-ce que j'avais noté? Alors, les outils que vous pouvez mettre à disposition. J'en ai recensé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, ouais, il y en a 5. 5 qui me paraissent pertinents pour aider le vendeur. Et vous aidez vous, bien sûr. Alors, ImmoAdvisor. ImmoAdvisor, je vous rappelle que c'est un outil de témoignage client. Grâce à ImmoAdvisor, vous allez pouvoir montrer vos avis aux vendeurs. Ben, voilà, vous savez, quand vous avez quelqu'un qui vous dit pourquoi je travaille avec vous? Bon, ben attendez, regardez. Et c'est pas moi qui vais vous le dire. Voilà, c'est eux. Bon, je caricature, hein, mais vous avez compris le principe. Donc, ImmoAdvisor peut être intéressant. ImmoFit, c'est intéressant, ça permet de proposer des solutions alternatives sur la diffusion. Priceable aussi, intéressant. Priceable, Yann Porte, intéressant pour apporter des dossiers carrés qui... Oui, c'est normal, l'écran a disparu parce que je lis mon écran, il n'y a rien à voir. Donc, Priceable, intéressant pour apporter des super dossiers carrés, pareil, qui accompagnent votre professionnalisme. NodalView, traitement d'image, visite virtuelle. Ça, ce sont des moyens supplémentaires aussi que vous pouvez mettre dans le cadre d'un mandat exclusif. Photographe professionnel, géolocalisation, drone, tout ça, vous pouvez vous le classer dans le champ des moyens supplémentaires. Voilà. Voilà, après, il y en a plein d'autres, hein, mais est-ce que les outils, on va dire que c'est du bonus. Les outils, c'est du bonus. Ça va vous aider et ça va aider. Mais vous aurez beau proposer n'importe quel outil, si derrière, votre rendez-vous a été mal fait, ou si vous n'avez pas gagné la confiance du prospect, ou si vous sentez fébrile, ça ne servira à rien. Donc, on va dire que les outils vont être tout simplement, vous allez enfoncer le clou, en fait, avec les outils, quand il y a du traitement des objections. Vous pouvez aussi parler du réseau, que le réseau Expertimo est une synergie de mandataires expérimentés. Voilà, vous travaillez avec un réseau pro pour pro. Ça, quand vous parlez du réseau, c'est intéressant aussi. Alors, je vais remettre la slide. Vous voyez l'écran? Je ne crois pas. Hein. Non, on te voit toi. On ne voit pas ton écran. On te voit toi. Voilà. Voilà. J'en profite si ça ne te dérange pas. Vas-y. Bonjour, c'est Florence. Pour préciser de bien remplir les mandats. Tu vas y venir peut-être. Alors, on a déjà fait plusieurs coachings sur, on va dire, le cadre juridique du mandat dans le droit honoraire. Donc, je n'ai pas prévu vraiment d'en parler, mais si tu veux, il n'y a pas de problème. Hein. Non, je veux juste signaler de bien remplir les actions, les modalités et les clients des annonces. Parce que voilà, il m'arrive de répondre que le mandat n'est pas valable et c'est dommage.
Voilà, donc remplissez bien le 7, le 8 et le 9 pour un mandat exclusif, s'il vous plaît. Oui. Voilà, Ouais. de notre mandat, les rubriques diffusion des annonces, actions particulières et modalités de compte rendu. C'est Ouais, obligatoire pour que le mandat exclusif soit valable. exactement. Depuis la loi Allure. Voilà, voilà, je ne vais pas plus loin. Merci, Jonathan. Merci Florence. Alors, ben justement, puisqu'on parlait du mandat, un mandat, on doit pouvoir savoir le remplir les yeux fermés, évidemment. Alors, on en revient sur la partie commerciale. Parce que c'est une période un peu délicate, parce que quand vous êtes mis d'accord sur le mandat, du moins sur l'option, donc on a vu voilà, qu'on amène indirectement le vendeur, sur sur le mandat exclusif par des moyens détournés qui s'apparentent finalement à de la manipulation. Hein. Mais bon, c'est pour son bien. Mais, une fois que vous êtes... Donc, s'il n'est pas d'accord, malgré tout ce que vous avez dit, on est sur du traitement des objections, en fait. Ni plus ni moins. Et encore une fois, pour traiter l'objection, il faut s'appuyer sur ce qu'il vous dit, sur quelle est la véritable objection. On a déjà fait des coachings sur ça aussi, d'ailleurs, pour essayer de détecter la vraie objection. Est-ce qu'il y en a une vraiment, vraie objection? Parce qu'il peut y avoir plein d'objections. Si par exemple, il vous dit j'ai pas envie d'être engagé. Bon déjà, il n'y a pas d'engagement. C'est réglé. Il n'y a pas d'engagement. Il y a une période d'irrévocabilité, effectivement, de 3 mois, maximum. Mais après, monsieur le vendeur, un mandat exclusif se résilie de la même façon qu'un mandat simple. Et si, malgré ça, il ne veut pas, il n'y a rien qui vous empêche de réduire cette période d'irrévocabilité dans les conditions particulières. Et vous pouvez même faire un mandat sans période d'irrévocabilité. Mais je ne vous le conseille pas forcément. Essayez quand même d'avoir au moins 1 mois. Ça vous protège aussi. Parce que vous allez quand même engager des frais pour votre vendeur. Donc, essayez d'avoir au moins 1 mois. Mais si vraiment c'est ça, parce qu'on peut même se poser la question de savoir si un mandat exclusif sans période d'irrévocabilité est toujours un mandat exclusif. Parce que, bon, essayez de garder au moins 1 mois. Quoi. Non, monsieur le vendeur, c'est ça qui vous embête. Regardez, on fait 1 mois de période d'irrévocabilité. Comme ça, moi, je suis protégé. Moi, en 1 mois, dans tous les cas, ça me suffit largement pour vendre votre bien. Et puis, on y go. Si l'objection, c'est l'engagement, normalement, si cette objection, oui, c'est la notion d'engagement, parce que c'est souvent ça d'ailleurs, normalement, avec cet argument, si c'est vraiment ça, il n'y a pas de problème particulier. Mais bon, très souvent, il n'y a pas qu'une objection en réalité. Très souvent. D'ailleurs, ce que je vous propose, c'est pour finir, en attendant que je termine les étapes, c'est de mettre dans le chat toutes les objections que vous pourriez avoir sur le mandat exclusif et je vais vous donner des leviers. Mais il faut vraiment surtout se rappeler qu'avec la méthodologie qu'on voit aujourd'hui, vous allez voir que vous allez en avoir des objections. Mais elles sont très souvent anticipées et les objections qui si vous voulez, le fait douter, en fait, il y en a moins parce que grâce, encore une fois, au professionnalisme qui s'est dégagé pendant le rendez-vous, normalement, il ne doute pas tant que ça, en fait. Alors, la signature. Donc, c'est une période délicate aussi, la signature, parce que il ne faut pas laisser trop de blanc, en fait, parce que ça permet de laisser, en fait, de la place pour des objections de dernière minute. Donc, c'est pour ça que l'idée, c'est de savoir remplir un mandat les yeux fermés et de parler, pareil, à ce moment-là, il n'y a rien qui vous empêche de discuter de ce que vous discutiez en début de rendez-vous sur la période d'adaptation, en fait. Et ça, c'est super intéressant parce que pendant que vous remplissez votre mandat d'air de rien, il ne pense pas à son exclusivité, mince, qu'est-ce que je vais faire, il pense à le road trip que vous avez fait ensemble, peut-être, ou je caricature. Donc oui, il ne faut pas faire trop réfléchir le prospect à ce moment-là, en fait, pour pas qu'il sorte d'objections de dernière minute. Il faut occuper sa réflexion pendant ce temps-là, histoire de rédiger tranquille. Et une fois que vous avez rempli le document, vous refaites le point avec votre prospect pour vous assurer qu'il n'y a pas d'erreur effectivement dans le mandat. Après, il y a la partie photo. Donc, on prend les photos, évidemment. Alors,
Ça paraît évident, mais quand on regarde sur ce loger, c'est pas si évident que ça, en fait. Je vois des choses, mais on préfère un bêtisier des photos prises, quoi. Donc, évidemment, les photos, c'est le plus qualitatif possible. Aujourd'hui, un objectif grand angle, c'est pas une option aujourd'hui. Donc, on range, on débarrasse tout. Pas de plaid sur les canapés ou les coussins, souvent, ça fait pas beau. S'il y a du bazar, on range tout. Parce que ça se voit sur les photos et ça renvoie pas une image super positive. Et les photos, il faut quand même rappeler aux vendeurs que les photos, c'est 80% des appels, quoi. Donc, il faut être super exigeant sur les photos. Et là, c'est pareil, on peut faire un peu d'humour. Moi, je disais toujours au vendeur, vous savez, monsieur le vendeur, c'est souvent mieux rangé quand je pars que quand j'arrive. C'était vrai en plus. Donc, soyez exigeants sur les photos. Et les grands angles aujourd'hui, bah, c'est pas une option, quoi. Bon, heureusement, maintenant, les smartphones le font tous. Alors, on me pose souvent la question à savoir est-ce que j'achète un super appareil photo ou est-ce que je me sers de mon smartphone. Là, c'est vous qui voyez aussi. Moi, franchement, vu la qualité des photos sur les derniers smartphones, allez, si vous voulez faire un peu pro, vous mettez un trépied. Mais franchement, si vous faites une vidéo, vous pouvez prendre un stabilisateur, ça fait pro aussi. Mais franchement, ça suffit. Ne partez pas dans des dépenses inconsidérées parce que ça, vous ne démarquerez pas plus le vendeur sur la toile. Ça sera plus, on va dire, pour faire du tape à l'œil pendant le rendez-vous. Et enfin, très important aussi, puisque vous avez bien mis en avant le suivi que vous allez mettre en place avec le vendeur, vous allez, avant de partir, eh bien, prendre un rendez-vous de suivi. Puisque monsieur le vendeur, je vous rappelle que eh bien, nous allons travailler ensemble de manière très qualitative et que nous allons faire des points réguliers pour connaître l'avancement de votre projet. Et pour ça, il faut qu'on se revoie rapidement. Donc, on va se revoir d'ici, après, là, il faut s'adapter en fonction des secteurs. Si vous êtes sur un secteur où ça bouge beaucoup, ça peut être 2 semaines, 1 mois, c'est vous qui voyez. Il faut vraiment, surtout, en fait, peu importe, vous vous adaptez à votre prospect. Ce qu'il faut, c'est que votre prospect se sente accompagné et qu'il ne se dise pas, comme on l'entend tout le temps, j'ai signé un mandat avec X et je n'ai plus de nouvelles pendant 3 mois. Ça, ce n'est pas possible. Parce que là, vous allez casser tout votre travail que vous avez fait en rendez-vous. D'accord ? Alors, si je devais vous donner un exemple de trame de suivi dès le lendemain, on va dire, enfin même le jour même d'ailleurs, du suivi, c'est jour même, voire J+1, un email de remerciement. Vous remerciez le prospect pour la confiance qu'il vous a apportée pour le mandat. Que ce soit un mandat simple ou exclusif d'ailleurs, mais encore plus vrai pour un exclusif. J+7, un appel. Alors, sauf si entre-temps, il y a eu des visites, bien sûr. Alors, bien sûr, après chaque visite, on envoie des comptes rendus de visite, évidemment. J+7, un rendez-vous de suivi d'annonce, voilà, pour bien rappeler que le vendeur, son annonce est en ligne, faire un premier point sur les objectifs qu'on s'était fixés, sur comment réagit l'annonce au bout d'une semaine, faire un petit point, ça dure 5 minutes. J+15, vous refaites un point une semaine après. Et si vous voyez que le marché est mou, ne réagit pas trop, vous pouvez commencer à entrevoir un rendez-vous de renégociation. Alors là, évidemment, vous n'allez pas le dire comme ça. Mais vous allez, 15 jours après la signature du mandat, vous allez tout simplement... alors, moi, ce que j'aimais faire, c'était... Je reviens un peu en arrière. C'était au moment de prendre le rendez-vous de suivi, c'est que je prenais tout de suite un rendez-vous. Quoi qu'il arrive, je prenais un rendez-vous à J+30, un mois après, pour venir avec des comparables, un certificat de parution, si bien selon pas. En fait, je savais que dans ma tête, au pire, j'avais un rendez-vous de suivi de renégociation vendeur, de mandat, et puis si entre-temps j'avais vendu, je l'annule. Mais je le faisais tout de suite, comme ça, le vendeur voyait que c'était carré. Donc, quand vous faites votre appel de suivi 15 jours après, eh bien, c'est l'occasion de lui rappeler que vous avez rendez-vous dans 15 jours pour faire le point.
Et dans votre tête, vous savez, bon, évidemment, vous n'allez pas lui dire que c'est pour renégocier le mandat, mais dans votre tête, vous savez que c'est pour ça. Donc, il faut le préparer un petit peu. On va prendre rendez-vous, monsieur le vendeur. Je vais venir avec des comparables, avec un certificat de parution qui va nous permettre de voir et de comparer le marché. Et grâce à ça, on va voir comment vous vous situez. Et vous allez très bien dans votre tête que c'est trop cher la plupart du temps. Donc, vous allez pouvoir faire votre renégociation un mois après. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une question? Le nom des outils, ouais, pas de problème. Je vais vous mettre tout de suite. Bonjour Jonathan, Frédéric en Ile-de-France. J'ajoute au service que je pilote la réalisation des diagnostics. Je le fais en partenariat avec un diagnostiqueur active expertise qui est affilié au réseau. Et ça me permet d'être présent et de discuter avec le diagnostiqueur pour que le rapport final soit bon. Par exemple, avant-hier, j'ai fait faire un petit trou dans un placo pour que le diagnostiqueur puisse constater qu'il y avait un isolant derrière. Et ça a permis d'améliorer l'étiquette énergétique. Et ça permet de se valoriser auprès du client parce que si on avait fait là, si le vendeur tout seul dans son coin avait fait faire les diagnostics, voilà, il n'aurait pas eu un résultat aussi bon. D'accord. Ah, ça, c'est un bon exemple, effectivement. C'est un bon exemple et le vendeur, il a dû être content, non? Alors, avez-vous expérimenté la vente interactive et la prise de mandat associé? Moi, quand tu parles de prise de mandat associé, ça me fait penser à la délégation de mandat, tout simplement. Est-ce que tu pensais à autre chose? Parce que là, je ne vois pas. Ah oui. Moi, à titre personnel, je ne l'ai jamais expérimenté et je crois que parce que comme ça vient de sortir, c'est encore un peu jeune, je pense. Je connais personne qui l'a expérimenté. Donc je n'ai pas encore de retour sur ça. Moi, j'ai trouvé que proposer quand même la solution, comme justement, c'est pas encore hyper développé, ça permettait de proposer des solutions alternatives et d'attiser la curiosité du vendeur. En fait, c'était surtout dans cette optique-là, finalement. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous aviez besoin est-ce que vous avez besoin qu'on revienne sur quelque chose? Alors, est-il possible de faire... Attendez, oui, livret de service, tu l'as dans les documents Expertise Cloud. Ouais. Support disponible sur l'extranet. Ouais, c'est disponible sur l'extranet. Ouais.
Est-il possible de faire un webinaire sur les estimations, notamment les maisons individuelles avec sous-sol et terrain? L'objectif est un partage d'expérience sur la méthodologie et d'évoquer ensemble les critères de surcote et de sous-cote d'un bien. Ouais, on peut faire ça le mois prochain sans problème, avec les différentes méthodes d'estimation. De toute façon, il n'y en a pas 40 000. Hein. Méthode comparative de marché, capitalisation, il y en a plusieurs, on pourra le voir sans problème. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de meilleurs agents et d'être référencé chez eux? Je vous le déconseille parce que ça coûte trop cher pour ce que c'est. Et non, ça coûte trop cher, laisse tomber. Le seul truc que j'aimais bien chez Meilleur Agent, c'était la carte de prospection. Mais encore une fois, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Sans parler de leur méthode commerciale ultra agressive, moi, je ne suis pas super fan. Un livret qui permet de closer vers le mandat exclusif. C'est dans les tuyaux à l'échelle, moi j'en avais un bien sûr, j'en avais fait un, mais c'est dans les tuyaux à l'échelle du réseau de faire un book, en fait. De faire un book qui vous permettra d'avoir du concret sur le terrain. C'est prévu. N'hésitez pas, moi ce que je vous conseille de faire, parce que franchement, c'est la meilleure solution, c'est quand vous avez, vous savez, des sujets qui vous tiennent à cœur, soit vous me l'envoyez par email, mais le mieux, ça permet d'interagir dans le groupe Facebook. Vous allez dans le groupe Facebook d'Expertimo et vous taguez mon nom et vous dites « Jonathan, j'aimerais bien qu'on travaille ça le mois prochain ». Et comme ça, moi, je fais une liste de ce que vous voulez et ça me permet de préparer les coachings en avance. Bon, ça vous a plu? Qu'est-ce que vous pensez de la méthode? Bon, j'ai rien inventé, hein, mais par contre, la structurer comme ça, avec vraiment une méthodologie, ça permet vraiment quand même, enfin, le nombre de mandats exclusifs que j'ai fait avec cette méthode, le nombre de mandats exclusifs que j'ai fait suite à des appels de la pige, alors qu'au téléphone, il me disait qu'il ne signerait pas de mandat, je ne les compte même pas. C'est parce que grâce à ce savoir-être et ce savoir-faire, ben, en fait, le vendeur, il comprend que grâce à vous, en fait, vous allez le soulager dans tout. Parce qu'après, vous pouvez aussi le faire douter sur les démarches à faire, sur le juridique, il y a tellement de choses. Et c'est que grâce à vous, en fait, vous arrivez comme... Mais pourquoi je ne l'ai pas connu avant? Alors évidemment, vous n'aurez jamais 100% de mandat exclusif. Par contre, je vous garantis que si vous vous appropriez vraiment cette méthodologie, vous aurez facilement 20-25% de mandat dans votre portefeuille, 20-25% de mandat exclusif dans votre portefeuille. Ça, je vous le garantis par contre. Bon allez, je vous souhaite à tous une bonne journée et puis n'hésitez pas, comme je vous le dis, à évoquer dans le groupe Facebook du réseau les sujets que vous souhaitez travailler. Bonne journée, à bientôt.